L'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, définit la contrefaçon comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. Habits, parfums, montres, mais aussi logiciels, produits alimentaires ou médicaments. La contrefaçon est un phénomène massif qui touche tous les produits du marché. Elle représente 2,5% du commerce mondial et jusqu'à 5,8% des importations de marchandises dans l'Union européenne, selon l'OCDE. Alors, comment protéger efficacement la propriété intellectuelle des entreprises menacées par la copie, la contrefaçon? C'est le sujet que nous allons évoquer avec Anthony Sesca, qui est commissaire de justice, et Margot Nègre, avocate associée de Valmy Avocats, spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle. Je précise que tout ce qui relève des brevets de cette partie spécifique de la propriété industrielle sera traité dans une prochaine émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue dans Code Justice. Alors, quels sont les différents droits de propriété intellectuelle dont peuvent bénéficier les entreprises? Qu'est-ce qui peut être protégé? Alors, on a plusieurs familles de droits. Il y a des droits qu'on enregistre, d'autres qu'on n'enregistre pas, et puis ça dépend aussi de ce qu'on veut protéger. Je vais commencer par le plus connu, qui est le droit des marques. Donc, une marque va protéger un nom, un logo, ça peut être un jingle sonore. On a toutes sortes de signes qu'on peut déposer à titre de marque. Et ces marques, elles vont être enregistrées auprès de l'INPI. Elles vont permettre pour l'entreprise d'être identifiée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier l'origine du produit, et elle va permettre de distinguer différents produits ou services similaires entre eux. Les marques permettent donc de protéger, en gros, le nom de l'entreprise. On passe à une deuxième famille de droits qui permettent de protéger les créations des entreprises. Les créations des entreprises, en droit français, on peut les protéger, on peut cumuler le droit d'auteur et le droit de dessin et modèle. Le droit d'auteur, il ne s'enregistre pas. Le droit de dessin et modèle, lui, il s'enregistre. Le droit d'auteur est une spécificité française parce il est spécifique parce qu'il ne s'enregistre pas, justement, et qu'il naît du fait de la création sur la tête de l'auteur. Les conditions sont assez spécifiques du fait de cette absence d'enregistrement. C'est qu'il faut que la création ait pris une forme et qu'elle soit originale. C'est-à-dire qu'elle comporte l'empreinte de la personnalité de son auteur et qu'on puisse, par rapport à l'art antérieur, ne pas trouver de création similaire. Ça, c'est pour le droit d'auteur. Le droit de dessin et modèle, lui, il s'enregistre et il va protéger la forme d'un produit, l'esthétique donnée. C'est vraiment, on regarde avec le droit d'auteur et le droit de dessin et modèle, l'aspect esthétique des créations. Ensuite, il y a évidemment les inventions qui seront traitées dans un autre sujet, mais bien sûr, on est obligé d'en parler quand on parle de droit de propriété intellectuelle, puisque les inventions sont protégées par les brevets, qui eux aussi sont déposés auprès d'offices qui contrôlent la validité de ces activités inventives. Bien sûr, à côté des droits de propriété intellectuelle strictement parlé, on a aussi des signes qui sont des actifs des entreprises. Par exemple, on a la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne ou même un nom de domaine. Et tous ces actifs-là, qui ne sont pas des actifs purs de propriété intellectuelle, sont des signes qui permettent d'identifier l'entreprise. Et on peut d'ailleurs sanctionner la copie par le droit commun et le droit de la concurrence déloyale et parasitaire. Comment on reconnaît une contrefaçon? Alors, bien sûr, celui qui va être à même à vous dire comment on reconnaît une contrefaçon, c'est l'auteur de la création et c'est le titulaire de droit. Donc, il faut toujours systématiquement aller au plus sûr et interroger un titulaire de droit. Bien évidemment, on a des indices. Si vous trouvez votre produit dans un marché aux puces ou si jamais le prix n'est pas conforme ou très réduit par rapport à un produit authentique, aussi, peut-être vous pouvez même voir vous-même la qualité, les matériaux qui sont pauvres ou des finitions qui sont mauvaises, mais il est toujours quand même plus sûr d'aller voir le titulaire, auteur des créations, pour lui demander. Quelles sont les actions que doivent entreprendre les entreprises pour lutter contre ces contrefaçons? Il y a une première étape que je conseille toujours à mes clients, c'est qu'il faut dater les créations. Comment est-ce qu'on date une création? On peut faire appel à un commissaire de justice qui va donc constater la création.
On peut s'envoyer des courriers, on peut déposer une enveloppe solo à l'INPI, on peut faire des publications Instagram. Voilà, la contrefaçon, tout est une question de temps. Qui était là avant, qui a créé avant, après. Donc c'est très important de dater. Ensuite, bien évidemment, enregistrer, déposer un maximum. Déposer des dessins modèles, déposer des brevets, déposer des marques. En tout cas, garder une trace objective et non contestable de ce que la création a existé. Pareil pour la marque, là, pour le coup, il faut tout de suite déposer pour pas qu'on puisse vous voler votre nom ou votre logo. Ou même, on peut même protéger des dispositions de magasins. Les dispositions de magasins Apple sont protégées à titre de marque. Donc voilà, il faut consulter quelqu'un qui peut vous dire comment on dépose. Et par ailleurs, donc, comment on lutte ? On évite, on lutte. La lutte, tout de suite, c'est pareil, on fait appel à un commissaire de justice parce qu'on veut constater l'infraction. Donc il faut conserver la preuve. Parce que même si le dossier n'est pas conduit devant un tribunal, il faut qu'on puisse conserver la matérialité au cas où on a envie d'engager une procédure judiciaire. Donc une fois qu'on a constaté, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on peut commencer par l'envoi d'une lettre de mise en demeure d'avocat. Donc ça, c'est une procédure amiable, précontentieuse, où l'avocat va expliquer et dénoncer les faits à la partie adverse en lui demandant de cesser et souvent aussi en lui demandant des indemnités. Si cette phase-là n'est pas productive, et ça arrive une fois sur deux, dans ces cas-là, il faut taper du poing un peu plus fort. Et là encore, je fais très souvent appel à un commissaire de justice parce qu'on fait des opérations de saisie-contrefaçon. Grâce à ces opérations de saisie-contrefaçon, en fait, on mène une enquête privée et le commissaire de justice va, grâce à une autorisation d'un magistrat que l'avocat va obtenir, pouvoir diligenter une enquête chez le contrefacteur pour savoir l'origine de la contrefaçon et surtout les quantités. C'est très important. Et ça va permettre de donner une base à une action judiciaire qui peut être une plainte au pénal, une assignation en référé s'il y a une urgence ou une assignation au fond. Et quelles sont les sanctions alors pour les consommateurs et aussi pour les contrefacteurs eux-mêmes ? Alors, pour les consommateurs, j'allais faire un parallèle avec la consommation de stupéfiants. C'est un petit peu la même chose. Si vous êtes arrêté à l'aéroport avec un sac contrefaisant, que vous n'en avez qu'un sur vous, il ne va pas vous arriver grand-chose. Mais j'ai déjà vu justement, on travaillait aussi avec un commissaire de justice pour faire ça, un titulaire de marque, une grande maison de luxe, parfois, on leur retournait des sacs contrefaisants pour les faire réparer. Donc la personne s'était fait offrir un sac qui était un faux. Et là, la maison de luxe était bien embêtée parce qu'ils ne voulaient pas restituer ce faux pour qu'il retourne dans la nature. Et donc là, avec l'aide du commissaire de justice, on obtient une saisie contrefaçon pour que ce produit soit conservé par la victime, le titulaire de droit. Ça, c'est pour le consommateur, j'allais dire, qui consomme peu. En revanche, le contrefacteur avéré avec des grosses quantités qui en fait commerce, là, il y a des sanctions devant les tribunaux civils et également dans les tribunaux pénals. Et ces sanctions-là, alors civiles, c'est évidemment des indemnisations pour le préjudice subi, des interdictions de commercialisation, des rapatriements des produits des circuits commerciaux, et puis souvent des publications judiciaires. C'est ce qui fait très peur en général aux contrefacteurs. Et sur un plan pénal, bon bah là, il y a des peines de prison. Bon, c'est très rare, ça c'est en cas de récidive. Mais là c'est pareil, il y a des amendes qui sont fixées et évidemment des dommages d'intérêt pour les victimes, parties civiles. Mais le juge pénal est en général moins généreux que le juge civil, donc on va souvent devant le juge civil pour obtenir, si on veut, des réparations plus fortes. Alors vous parlez des victimes, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la nature du préjudice subi par ces entreprises titulaires de propriété intellectuelle ? Alors, elles sont de 3 ordres. Le premier préjudice, c'est un préjudice d'atteinte à leurs droits. Parce que mon droit de propriété intellectuelle, c'est un actif. Ma marque, c'est un actif énormissime. Il y a certaines ventes de marques qui se font à des millions d'euros. Donc, c'est un actif très fort. Et si je vulgarise cette marque, si j'y porte atteinte, mon actif va diminuer. Donc, je subis un préjudice d'atteinte à mes droits. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le préjudice commercial. Alors lui, évidemment, le préjudice commercial, il est plus concret. C'est les ventes perdues, le gain manqué,
soit parce que les produits sont interchangeables et donc le consommateur a acheté un faux au lieu d'acheter un vrai, soit parce que mon produit ayant été dénigré, le consommateur ne va plus faire l'effort à nouveau d'aller dépenser cette somme d'argent dans un produit. Donc ça, c'est le préjudice commercial. Et enfin, il y a le préjudice moral, qui est un préjudice difficile à prouver, mais qui est le préjudice d'atteinte à l'image de l'entreprise, puisqu'évidemment, ces produits vont être associés à des produits de moindre qualité ou des produits dangereux. Et c'est toute l'image de l'entreprise qui en pâtit. Alors, vous avez beaucoup évoqué votre collaboration avec les commissaires de justice. Ah oui. Je vais me tourner vers Anthony Cesca. Anthony Cesca, quel est concrètement le champ de votre intervention pour contribuer à la protection de la propriété intellectuelle de ces entreprises? Alors, les commissaires de justice interviennent à différents niveaux. Margot l'évoquait tout à l'heure. On intervient au niveau de la protection, donc en amont de tout litige, pour protéger et donner une date certaine aux créations. C'est un élément important. Dans le chemin de la protection des droits de propriété intellectuelle pour une entreprise, de donner date certaine, et les commissaires de justice déposent au rang des minutes de leurs offices les collections, par exemple les dessins et modèles, les créations de logos, les marques. Alors les marques se font à l'INPI, mais néanmoins tous les éléments qui protègent et qui sont caractéristiques de la propriété intellectuelle d'une entreprise est déposable chez un commissaire de justice. Ça, c'est en amont. Et ensuite, le commissaire de justice va intervenir sur la saisie contrefaçon. Alors, avant la saisie contrefaçon, il va matérialiser le fait que le produit est commercialisé en France, notamment par le constat d'achat. On fait des constats d'achat avec des tiers, parce que dans la jurisprudence, dans les différentes décisions, le commissaire de justice ne doit pas avoir de démarche active dans le cadre de ces constatations, et quand il réalise des constatations, il va le faire par un tiers lambda, un tiers acheteur, qui va acheter dans un magasin ou sur Internet un produit, qui va se le faire livrer si c'est sur Internet, et qui va le remettre au commissaire de justice une fois qu'il a eu la livraison. Donc on peut déterminer où il a été vendu et qui est le réel vendeur, parce que parfois ça peut être sur un site de commerçant, ou ça peut être sur Le Bon Coin, par exemple. C'est un exemple, ou un site de marketplace, et donc on va essayer de déterminer qui est le véritable contrefacteur ou revendeur. Donc là, par la livraison, on arrivera à déterminer qui est le véritable vendeur. Et donc ça, c'est le constat d'achat. On va pouvoir établir aussi ça dans des constats Internet très classiques, c'est-à-dire qu'on va montrer l'offre à la vente des produits sans forcément l'avoir en réel, c'est-à-dire l'avoir acheté. Et ensuite, on va intervenir dans la saisie contrefaçon, donc c'est la partie contentieuse, où on va se faire, enfin pré-contentieuse, puisqu'il n'y a pas de décision de justice condamnant quelqu'un, mais il y a des produits argués de contrefaçon, il y a des éléments qui sont apportés par l'avocat qui va défendre son client et qui va apporter tous les éléments, et notamment le constat du commissaire de justice, pour obtenir une autorisation, donc une ordonnance, et le commissaire de justice va se déplacer et obtenir tous les éléments, essayer d'obtenir tous les éléments de provenance et d'origine des produits contrefaisants. Et que vaut la preuve matérialisée par un commissaire de justice? Alors, on en parlait tout à l'heure. La preuve matérialisée par un commissaire de justice, lorsqu'il protège les droits de propriété intellectuelle, fait un dépôt et donne une date certaine à ces dépôts. La date des procès-verbaux donc font foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire que la date qui est inscrite, on ne peut pas la remettre en cause, sauf à dire que le commissaire de justice a commis un faux en écriture publique. Dès lors qu'il y a un constat établi par un commissaire de justice, le magistrat est tenu de trancher sur cette question. Alors, les commissaires de justice s'occupent aussi des saisies, vous l'avez évoqué. Comment se passe concrètement la saisie d'une contrefaçon? La procédure de saisie contrefaçon faite par un commissaire de justice est assez précise. Donc, elle nécessite qu'on soit très rigoureux dans le déroulé de la procédure. Le commissaire de justice intervient avec une ordonnance qu'il doit porter à la connaissance des personnes qui sont saisies. Il signifie cette ordonnance et laisse le temps nécessaire au prétendu contrefacteur d'en prendre connaissance. Et dès lors qu'il s'est écoulé un temps suffisant, il peut dérouler sa procédure, c'est-à-dire commencer à exécuter cette décision en prenant exactement les termes de la décision qui a été rendue.
Le but est de matérialiser le produit qui est contrefaisant ou les produits qui sont contrefaisants. Le commissaire de justice saisit donc ces exemplaires. Il va les saisir contre paiement, puisqu'il ne peut pas, étant donné qu'on est avant, on est dans une phase précontentieuse, c'est-à-dire qu'on va établir s'il s'agit d'une contrefaçon, il va offrir le paiement du produit qu'il prend sur place. Et il va le saisir, il va le mettre sous scellé. Et la double mission, c'est de savoir d'où vient ce produit, donc l'origine, et quel est le préjudice pour la marque, donc de savoir d'où il vient, combien il en a été importé sur le territoire, ou combien il en a été acquis par le vendeur, et combien il a été vendu, quelle est la marge qui a été faite entre le prix d'achat et le prix de revente, si le produit n'a pas été réalisé ou produit par ce prétendu contrefacteur. Margot Nègre, qu'est-ce qu'on appelle concurrence déloyale? Quelle est la différence entre contrefaçon et concurrence déloyale? Alors, ce sont deux fondements juridiques totalement distincts. La contrefaçon, c'est la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle. C'est un droit spécifique qui déroge au droit général. Il y a un code de la propriété intellectuelle. Et donc, s'il y a une infraction à un de ces droits que j'ai énumérés au début, eh bien là, on va parler de contrefaçon de droit de propriété intellectuelle. Si il y a un agissement, par exemple, on va reprendre votre enseigne, on va copier votre enseigne, qui n'est pas déposée, qui n'est pas un titre de propriété intellectuelle, il va bien falloir sanctionner quand même ce comportement, puisque ce comportement de parasite, qui crée un risque de confusion, on va le sanctionner sur le terrain du droit commun. Et là, en fait, c'est le Code civil et la responsabilité délictuelle pour faute. Et cette faute, elle est constituée par la concurrence déloyale et le parasitisme. Donc ce sont deux fondements totalement distincts d'un droit spécial et d'un droit général, mais qui nous permettent de pouvoir, mais même parfois quand on reprend des packagings de produits ou des vêtements qui ne sont pas spécialement originaux, mais que le copieur a repris toute la gamme, voilà, c'est un fondement très utile pour nous. C'est souvent notre soupape de sécurité ou un filet de sécurité pour pouvoir stopper les copies. Et comment les commissaires de justice peuvent intervenir justement sur ces questions de concurrence déloyale? Les commissaires de justice vont intervenir également en matière de constat. C'est-à-dire qu'on va réaliser des constats. Donc en matière de contrefaçon, on l'a évoqué tout à l'heure. En matière de concurrence déloyale, ça va être souvent des constats sur Internet, mais ça pourra être aussi en matière de concurrence déloyale. Il y a un élément aussi fondamental, c'est le dénigrement. Et le dénigrement, on va le constater notamment sur des publications qui peuvent être sur les réseaux sociaux, qui peuvent être sur un avis qui est donné sur moteur de recherche. Les avis vont être constatés et s'ils sont donnés juste et uniquement dans le but de nuire à l'entreprise concurrente, ça va être un élément qui va pouvoir être constaté par le commissaire de justice. On va pouvoir également, en matière de concurrence déloyale, il y a le fait de s'aborder, par exemple, l'entreprise concurrente, d'aller piocher dans son effectif et de rapatrier des anciens salariés ou d'aller piquer des idées chez le concurrent. Et ça, on va pouvoir le matérialiser, nous, commissaires de justice, par des constats, toujours des constats, mais des constats, par exemple, de boîtes mail ou d'échanges email, ou plus généralement sur des serveurs informatiques où on va récupérer des données. Alors parfois avec l'assistance et l'aide d'experts informatiques, on va pouvoir aller récupérer certains éléments de données qui vont être des éléments de preuve dans le cadre des procédures qui sont à suivre. Et dans quelle mesure l'autorité du commissaire de justice est-elle respectée quand vous procédez à vos interventions? Alors, j'ai tendance à dire qu'elle est assez respectée parce que l'image du commissaire de justice est l'image d'un professionnel qui agit avec conscience et qui a une autorité. Et donc, j'ai tendance à dire que moi, dans les procédures que je vois et que j'effectue, il y a une certaine déférence à l'autorité du commissaire de justice parce que finalement, on est l'exécutant d'une décision de justice et donc, on est le bras du magistrat qui a rendu la décision. Mais évidemment, dans la société, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a parfois des difficultés et c'est le jeu aussi pour le contrefacteur, c'est de cacher certains éléments, parfois où il va se braquer
de prime abord. Et donc, c'est un aspect assez psychologique, cette procédure de saisie contrefaçon, c'est d'expliquer et de vulgariser tous les éléments juridiques pour expliquer que finalement, cacher des éléments ou ne pas les donner, on va peut-être les trouver, parce que dans la saisie contrefaçon, on va agir encore une fois avec parfois un expert, parfois un conseil en propriété intellectuelle, et il m'est arrivé parfois qu'on me cache des éléments où j'allais chercher chez une société des logiciels qui avaient été installés sur des postes informatiques. Et entre le moment où je commence ma procédure et le moment où je commence à l'exécuter, je vous ai dit qu'il fallait un temps nécessaire pour qu'ils en prennent connaissance, ils avaient supprimé tous les logiciels des postes informatiques. Sauf que ça se voit, et donc j'ai pu le matérialiser dans mon acte, et que ça a été encore pire au final pour le contrefacteur, parce qu'il a essayé de passer au-delà de l'autorité du magistrat, puisque finalement c'est le magistrat qui rend la décision et le commissaire de justice qui l'exécute. Donc j'ai tendance à dire, pour résumer, que ça se passe relativement bien, mais qu'il faut faire preuve de psychologie et d'adaptabilité, comme dans toutes les procédures que l'on mène, nous, commissaires de justice. Un mot de réaction après ce que nous a dit le commissaire de justice? J'ai écouté avec attention ce que disait Anthony, parce que je travaille régulièrement avec lui, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de parler un peu de notre ressenti ou de comment on vit notre travail. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un joli exemple de collaboration entre un avocat et un commissaire de justice, parce que je peux pas travailler sans Anthony, je démarre pas un dossier sans qu'Anthony intervienne, et que c'est vraiment l'illustration d'un travail en binôme extrêmement efficace. Et quand on rencontre son binôme comme ça, c'est vraiment formidable pour l'efficacité des dossiers, pour les clients. Voilà. Oui, parce qu'au final, c'est le justiciable. Et c'est vrai que tout au long de la procédure, qu'on parle de contrefaçon ou de protection de l'entrepreneur ayant des droits de propriété intellectuelle, on intervient chacun à notre niveau. C'est-à-dire que la relation se fait souvent avec l'avocat qui va demander la protection. Donc c'est un jeu de ping-pong. Je protège, ça revient. S'il y a un problème sur une contrefaçon, ça va être un contentieux chez l'avocat. Je vais matérialiser la preuve, il va aller le défendre devant le tribunal, il va obtenir une ordonnance, ça va revenir, il va aller plaider pour déterminer qu'il s'agit bien d'une contrefaçon, qu'il y a bien un dommage, et ça va revenir encore après vers moi, et c'est plus classique chez les commissaires de justice, pour exécuter la décision de justice, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une condamnation, le but c'est qu'elle soit appliquée, et on va l'exécuter au final. Et parfois même, vous exécutez un travail de recherche. J'ai du mal sur le site internet à trouver qui gère le site internet, qui se cache derrière, parce que parfois les contrefacteurs, évidemment, font bien en sorte de se cacher. Et ce travail-là, Anthony sait très bien le faire aussi, de fouille, de recherche. Donc c'est vraiment tout au long de la procédure un binôme. Merci pour cet éclairage sur la protection de la propriété intellectuelle et notamment des entreprises. Merci à tous. Cette rubrique est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain décodage entreprise.